La Martinique, ce petit bout de France au cœur de l'arc Caraïbe, se raconte autrement que par ses plages de sable blanc et ses eaux indolentes. Sur la côte nord-atlantique, c'est une autre face de l'île qui se dévoile, plus volcanique, plus insoumise. Celle de la forêt tropicale, des plages de sable noir fouettées par les rouleaux de l'Atlantique et des petits villages, comme figés dans le temps. Ici, les anciennes plantations et distilleries parlent d'un temps où cette région agricole était la plus riche de la Martinique. La plus métissée aussi. Dans une écriture débarrassée des clichés exotiques, mêlant le français et le créole, Raphaël Confiant esquisse un portrait de son île natale, plurielle, parfois superstitieuse et aux personnages truculents. Un engagement militant qui donne un destin littéraire à ce peuple trop souvent réduit à une image nonchalante. Eau de café, le bataillon créole, la panse du chacal, le nègre et l'amiral dessinent une comédie créole tout droit sortie des paysages et des rencontres de son enfance nord-martiniquaise. Ce sable noir couvert de cristaux brillants comme des têtes d'épingle sous le soleil, ce noir d'obsidienne qui vous imposait sa solennité inquiétante. Malgré ça, on l'aime, cette chienne de mer qui nous vole parfois nos enfants trop téméraires. Lorsque j'étais enfant, j'ai souvent emprunté cette ruelle derrière des maisons qui mènent à la mer, où on entend le bruit de la mer, on ne la voit pas, et soudainement elle apparaît. Cette mer Atlantique très puissante, très forte. La Grande Anse du Lorrain, qui borde le village du même nom, est une longue bande de sable gris. Une plage indomptée qui ne pouvait qu'éveiller la curiosité d'un écrivain fasciné par ces lieux étrangement désertés. Cette plage de presque 3 km, elle est inhabitée, elle est seule, elle est livrée à elle-même, parce qu'il n'y a pas de marins-pêcheurs. Alors, les gens disent, mais pourquoi il y aurait des marins-pêcheurs? Parce que cette mer est stérile, il n'y a pas de poissons. Une affirmation que les pélicans bruns, friands de poissons et de crustacés, semblent se plaire à contredire. Une légende dont je parle dans l'un de mes livres de café, c'est qu'un abbé, un jour, est venu sur la plage et a secoué sa soutane sur les flots. Dans l'imagerie créole, quand un abbé secoue sa soutane sur quelque chose, ça veut dire qu'il maudit cette chose. Mais malgré ça, nous les enfants, nous nous baignons dans cette mer et même quand je suis loin de la Martinique, l'image que j'ai de la Martinique, quand il m'arrive de penser à elle, c'est cette plage de sable noir. Moi, je suis fondamentalement quelqu'un qui n'aime pas voir une mer étale, une mer qui ressemble à une piscine. J'ai besoin de ces rouleaux, j'ai besoin du bruit des vagues, j'ai l'impression qu'elles amènent des missives de l'autre côté de l'Atlantique, des messages, des présages, enfin peu importe, et qu'elle est vivante. Si l'écume bouillonnante de la mer a fait fuir des habitants peut-être trop superstitieux, dans le bourg du Lorrain, la vie s'active. La culture du tabac et de la canne à sucre a longtemps alimenté ce village, aujourd'hui rythmé par ses bananeraies. Ces maisons basses voient s'égayer une population cosmopolite. Enfant, j'ai entendu de l'arabe, j'ai entendu du tamoul, et à l'église, j'entendais du latin et du grec. En plus du français et du créole. Il y a eu des Syriens, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Dans la rue devant, j'ai compté au moins 4 magasins de Syriens. Les gens se moquaient d'eux gentiment, dans une espèce d'arabe de cuisine, en faisant des glottales. Et eux, ils ne se fâchaient pas, parce que c'était marrant Donc oui, ça vous fait une conscience linguistique inhabituelle. C'est-à-dire que vous êtes habitué à entendre des choses différentes. Et vous êtes aussi habitué à voir des gens différents. Cet environnement multiracial, multilingue, multireligieux a marqué mon enfance. Et c'est tardivement que j'ai pris conscience de ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, en fait. Derrière l'église Saint-Hyacinthe, qui carillonne au rythme de ses fidèles, une statue colorée attire le regard. Elle est la seule statue de poilu noir de la Martinique. Nous lui tirions la langue parce que
des gamins ne savent pas à quoi ça correspond. Donc quand on voit une statue noire, ça nous paraissait bizarre. Ce n'est que longtemps après que j'ai appris que ce soldat représentait les Martiniquais qui se sont battus pendant la guerre 14-18. Et très longtemps après, j'ai donc fait un roman qui s'appelle Le Bataillon créole et qui raconte l'épopée des soldats martiniquais. Mais enfant, nous ne le savions pas. Chaque fois que j'arrive à hauteur de cette foutue statue de soldat inconnu nègre, je ne peux m'empêcher de déposer ma brouette pour rigoler mon conte de rigolade. Qu'est-ce qu'il connaît de la guerre, ce zouave drapé dans son uniforme bleu? L'éveil linguistique de Raphaël Confiant se fait dans ce monde rural. À quelques kilomètres du bourg, dans la campagne du Lorrain, sa famille possédait une petite distillerie de rhum et quelques hectares de canne à sucre. Mais ça me fait tout drôle de revenir ici, puisque mon grand-père Louis-Augustin, c'est lui qui possédait cette petite distillerie. Et quand j'étais vraiment très enfant, j'ai encore les odeurs de rhum et d'activité. Et là maintenant, on a des ruines face à nous, donc ça me fait tout bizarre. La culture de la canne à sucre, qui fit vivre l'île pendant 3 siècles, est concurrencée à partir des années 1960 par le sucre blanc. Les petits exploitants n'y survivent pas. L'écrivain entreprend alors un travail de mémoire, faisant revivre les communautés qui se sont mélangées sur ces plantations. Mon univers, c'est la plantation. Je suis en quête de ce monde perdu parce que c'est le premier que j'ai connu et que je l'ai vu mourir. Tout mon imaginaire est lié à ce monde disparu. Nous nous définissons, les auteurs de la créolité, comme des marqueurs de parole. Pas comme des linguistes ou des anthropologues, qui s'en nourrissent. Mais la base de notre écriture, quand même, c'est la parole orale créole, c'est celle des conteurs, des sorciers, du petit peuple, quoi. Donc oui, la plantation, pour moi, est au cœur de mon intimité, mon inconscient, enfin, dans les derniers feux de la société de plantation. Écrivain aux origines noires, blanches et chinoises, Raphaël Confiant va développer une conscience aiguë de la valeur du métissage martiniquais. Une diversité qui s'incarne à Basse-Pointe, petit village de la côte atlantique situé près du Lorrain et tirant son nom d'une pointe côtière un peu basse et descendant en pente douce vers la mer. Ici va s'enraciner une communauté indienne venue dans les années 1850 remplacer les anciens esclaves africains. Mon travail, c'est de redonner au lecteur une connaissance d'événements, de faits, de personnages qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Parce que quand vous prenez l'histoire officielle, par exemple de la communauté indienne, on va vous dire tel bateau est arrivé tel jour, 300 Indiens ont débarqué à Saint-Pierre, ils ont été dispatchés au Lorrain, etc. Mais on ne va pas vous parler de la condition indienne, comment ils ont vécu leur installation. Et ça, seul un romancier peut le faire. À l'ancienne habitation Gradis, surplombant Basse-Pointe, seul un temple hindou marque leur présence. Ce petit temple qui est derrière moi manifeste la difficulté qu'avaient les Indiens de pratiquer leur religion. Quand on dit temple indien, on s'imagine des choses bollywoodiennes, je dirais le Taj Mahal, etc. Et ce qu'on voit, c'est quelque chose d'extrêmement modeste. Mais malgré la modestie de ce petit bâtiment, pour les Indiens qui étaient immigrés ici, il a représenté un ancrage fondamental, c'est-à-dire le lien avec l'Inde, par le truchement des dieux. Le temps chassait le temps, et les dieux de l'Inde continuaient à vivre cachés dans des chapelles sordides, délabrées, aux confins des plantations. La panse du chacal raconte le quotidien de cette communauté kidnappée, humiliée et emmenée de force travailler dans les plantations pour un salaire de misère. Donc j'ai raconté tout ça, j'ai raconté leur installation de cette famille sur la plantation, etc. Et puis les combats qu'ils ont menés, et puis leur intégration progressive et surtout l'apport inestimable qu'ils ont fait à la culture créole. Ils ont apporté d'abord leur religion, l'hindouisme, que bizarrement, ils ne sont plus les seuls à pratiquer. Il y a eu des mélanges, des mariages noirs indiens. Ils ont apporté surtout la cuisine. 10 plats nationaux martiniquais, c'est le Colombo, c'est-à-dire cette ville de l'Inde. Ensuite, ils ont apporté la coiffe indienne, le madras. Le costume national et le plat national ont tous les deux des noms indiens.
Reconnaître et valoriser la réalité antillaise dans sa diversité, c'est le mouvement de la créolité apparu à la fin des années 80 avec le manifeste Éloge de la créolité. Moi, je veux donner vie à cette créolité. Parce que dans cette société, il y a deux discours. Il y a le discours blanchiste et le discours noiriste. Et les autres communautés sont mises de côté. Parce que nous avons une identité multiple. Il est hors de question pour nous de nous enferrer dans une identité unique. Elle a déjà fait trop de mal, l'identité unique, partout à travers le monde. Au sortant de Basse-Pointe, la route devient sinueuse, plonge dans les ravines et s'arrête brusquement. Encastrée dans le cocon touffu de la forêt tropicale, la commune de Grand-Rivière. Ici, on l'appelle le Grand Nord ou le bout du bout, un village de pêcheurs à l'apparente tranquillité où un écho lointain va réveiller la fibre patriotique des Martiniquais en pleine Seconde Guerre mondiale. Et la BBC diffusait sans arrêt l'appel du 18 juin. Alors cet appel était écouté quand même clandestinement. Et des jeunes gens, très courageux, décidaient nuitamment toujours de s'enfuir par bateau pour rejoindre les forces françaises libres. Ce bras de mer est le plus profond et le plus dangereux. Face à Grand-Rivière, cachée par la brume de sable, l'île alors anglaise de la Dominique. Elle, qui servit de refuge aux nègres marrons au temps de l'esclavage, devient terre de ralliement pour les résistants, appelés en Martinique les dissidents. Raphaël Confiant en a fait un roman, Le Nègre et l'Amiral. Alors c'est qui l'amiral Robert? C'est, dans la mémoire populaire, le petit cousin du maréchal Pétain, qui va instaurer sa poigne sur l'île et qui, bien sûr, va pourchasser ce qu'on appellera les gaullistes après. Dans Grand-Rivière, les barques multicolores, aujourd'hui dévolues à la pêche et au tourisme, servaient d'embarcation de fortune aux dissidents. Et les pêcheurs sont devenus passeurs. La littérature est complémentaire de l'histoire chez nous, parce que l'histoire a été écrite par les colons et que la majorité de la population, elle n'a pas eu voix au chapitre. Donc, quand un historien travaille, il travaille sur des archives écrites. Il faut quand même savoir comment la population vivait, ce qu'elle ressentait. Et ça c'est le job de la littérature. Car dans toutes ces communes de la côte nord-atlantique, le patrimoine populaire, celui des communautés ou de leurs faits d'armes, est invisible. Donc c'est le rôle de la littérature de redonner vie à cela pour que la mémoire ne s'efface pas. Non pas dans un esprit de revanche, non pas pour mariner toujours dans les vieilles rancunes, etc., mais parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui ne sait pas où il va. Donc il faut que les Martiniquais sachent quels sont les différents peuples qui lui ont donné naissance et comprennent que c'était une richesse malgré la violence esclavagiste. Donc c'est une culture qui est née en dépit du désastre.